Bonjour. On est de retour pour un de vos derniers cours de la session. Là, on est rendu dans l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, on va voir l'insuffisance rénale chronique. On va voir l'insuffisance rénale aiguë aussi, mais on va surtout se concentrer sur l'insuffisance rénale chronique. Alors, ça marche pas mon affaire? Et voilà. Alors, c'est quoi l'insuffisance rénale chronique? Clairement, c'est quelque chose qui arrive pas rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est relativement progressif. Et ce qui est de spécial avec l'insuffisance rénale chronique versus la aiguë, c'est que la chronique, elle est irréversible. Ça arrive tranquillement, pas vite, pout, 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 mais un coup que c'est installé, on peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire, c'est stopper la maladie. Puis, pour stopper la maladie, on stoppe les trucs qui causent la maladie. Il n'y a pas de médicament qu'on prend qui va empêcher l'insuffisance rénale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il y a toutes sortes de trucs qui causent l'insuffisance rénale et on va gérer ces trucs-là. On va les voir un peu plus tard. Alors, on commence à parler d'insuffisance rénale chronique quand notre DFG, le débit de filtration glomérulaire, est en bas de 60. Il faut comprendre qu'en haut de 90, là, ça va super bien, il n'y a pas de symptômes. On parle même pas d'insuffisance rénale chronique au début. Là. À partir de 60, de 60 et moins, on commence à avoir plus de dommages et là, on commence à parler d'insuffisance rénale chronique. On va le voir là un peu plus loin. Il y a 4 ou 5 stades, là, si je me souviens bien. Ah ben, on le voit là, 5. Alors, en haut de 90, ça va super bien, on n'a pas de problème, la vie est belle. Entre 90 puis 60, là, on commence à parler de il se passe quelque chose, les dommages sont faibles, mais si on commence à se rendre compte de tout ça, on va déjà commencer à gérer là, quelle médication qui est plus difficile pour les reins, qu'on pourrait arrêter, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos habitudes de vie qui va faire que le dommage à nos reins va être moindre ou va évoluer de façon moins rapide. À partir de 3, là, on commence à avoir assez de dommages pour implanter des traitements. Certains traitements. Là, on ne parle pas de dialyse. On va commencer à parler de dialyse quand on arrive au stade 4, au stade 5. Là, on commence à avoir là, un débit de filtration qui est assez limité pour être obligé d'envisager une autre façon de filtrer le sang. Puis là, on parle de dialyse. Alors, c'est quoi les facteurs de risque pour l'insuffisance rénale chronique? Bien, clairement, l'âge. Plus on vieillit, plus nos organes sont fatigués, plus ils sont usés. Donc, clairement, on est plus à risque de développer l'insuffisance rénale chronique quand on est âgé, quand on est très jeune. Ça ne veut pas dire que le contraire n'existe pas, là. Ça veut juste dire que le risque est plus élevé plus on vieillit. Le poids, on en parle souvent du poids. Avoir un surplus de poids, c'est difficile pour tous les organes parce que l'organe a à travailler pour une plus grosse superficie de corps. Puis là, je parle autant le cœur, les poumons, le foie que les reins. Il y a beaucoup d'antécédents médicaux qui vont être problématiques chez les gens qui font de l'insuffisance rénale chronique ou qui développent cette problématique-là. L'hypertension artérielle, c'en est une. Parce que les reins sont irrigués de très petits vaisseaux sanguins à l'intérieur. Donc, si on souffre d'hypertension artérielle sur un temps prolongé, on a la possibilité de causer du dommage à ces très petits vaisseaux sanguins-là. La même chose pour le diabète. On sait que la glycémie élevée a un impact sur les petits vaisseaux sanguins. Puis il faut comprendre que le rein, il est fait il a à l'intérieur de lui, il est irrigué par de très, très petits vaisseaux sanguins. Les gens qui auront fait des glomérulonéphrite à répétition, qui auront fait des pierres aux reins à répétition, qui auront fait des infections rénales à répétition, sont clairement à risque de développer de l'insuffisance rénale dans le futur parce qu'à chaque fois qu'il y a une de ces problématiques-là qui s'installe, ça cause toujours un petit peu de dommages au niveau du rein. La première fois qu'on fait une crise de pierre au rein, on n'endommage pas le rein assez pour devenir insuffisant rénal, à moins que ce soit vraiment une grosse roche, là. Mais tu sais, une crise de pierre au rein, ça va pas endommager le rein nécessairement pour causer de l'insuffisance rénale. Mais
si on fait des crises de pierre au rein à répétition, ben à chaque fois, on cause un petit peu de dommages. Donc, ça nous met plus à risque de développer l'insuffisance rénale plus tard dans notre vie. Ensuite de ça, il y a certaines maladies héréditaires là, que je vous ai mis là, les maladies polykystiques des reins. C'est des gens qui développent des kystes à répétition sur les reins. Encore là, à chaque fois qu'on développe un kyste, que ce kyste-là éclate ou que ce kyste-là guérit, il laisse derrière lui une cicatrice qui est problématique et qui éventuellement causera si on a assez de cicatrices, ça va causer du dommage au rein assez pour qu'il fonctionne moins bien. Intoxication à certains médicaments ou à certaines substances. Puis là, je parle de substances auxquelles on est moins exposé maintenant. Mais quand on parle de plomb puis de mercure, si on pense à vous, ça serait quasiment vos arrière-grands-parents, là, mais les gens qui ont vécu les années 20, les années 30, les années 40, les années 50, c'est des années où ces gens-là étaient exposés à ces substances-là, le mercure et le plomb, entre autres, le plomb dans la peinture, le mercure dans l'eau. Il y avait beaucoup d'usines qui déversaient du mercure dans l'eau potable et il y a beaucoup de gens qui ont été exposés à ça dans leur jeune âge. Donc, cette exposition-là à outrance peut causer éventuellement des dommages aux reins. C'est sûr que la peinture au plomb, là, ça n'existe plus maintenant. C'était retiré du marché, mais ça a quand même été là longtemps. Donc, il y a des gens qui ont été exposés à ça quand même un bout de temps. Qu'est-ce que ça a l'air un patient qui fait de l'insuffisance rénale chronique? Dans les premiers stades, là, presque rien. Au niveau urinaire, en tout cas, là, presque aucun symptôme. Éventuellement, quand on arrive au stade 3, au stade 4, au stade 5, là, on commence à parler d'une production d'urine qui est diminuée. On peut même aller jusqu'à, il n'y a aucune urine qui est produite. Au niveau neurologique, puis encore là, toutes les manifestations cliniques, là, j'ai marqué normal dans les premiers stades, dans urinaire, mais ça serait le même dans toutes les sphères, dans neurologique, dans digestif, dans cardiovasculaire. On va commencer à voir les manifestations cliniques quand ils arrivent vraiment dans les stades avancés de la maladie, le stade 3, le stade 4, le stade 5. Là, on commence à parler de manifestations cliniques visibles et objectivables. Fait que je vous les lirai pas toutes au complet, quand même. Là. Je vais vous laisser regarder ça vous-même. La dyspnée Kussmaul, c'est sûr que les patients qui font l'insuffisance rénale ont plus de risques de développer l'acidose métabolique ou l'alcalose métabolique. Et l'acidose métabolique, c'est quelque chose qui peut se manifester dans la respiration Kussmaul. Là, je n'irai pas cliquer sur la vidéo parce que je sais que je l'ai faite dans une capsule antérieure, puis je me suis fait bloquer quand je suis arrivée sur YouTube. Donc, je vais vous laisser aller regarder ça, mais c'est quand même une vidéo qui est assez facile à repérer, là, la respiration Kussmaul. Là, encore là, toutes les manifestations cliniques qu'on voit ici pour l'insuffisance rénale chronique, c'est vraiment dans l'insuffisance rénale chronique avancée. On parle de stade 3, de stade 4. Stade 1, 2, là, on verra pratiquement rien. Les examens paracliniques, clairement, si on fait de l'insuffisance rénale chronique, un des endroits où on va voir des changements, ça va être dans l'analyse d'urine, puisque notre rein n'est pas en mesure de produire de l'urine comme il devrait. Donc, on va faire une analyse d'urine, puis on va retrouver dans cette analyse-là des trucs qu'on ne retrouverait pas habituellement. Des globules rouges, des globules blancs, des protéines, ça ne devrait pas se retrouver dans l'urine. Ensuite de ça, on pourrait, puis on fait souvent, des prélèvements sanguins. Si on dit que le rein est celui qui se débarrasse de l'urée et de la créatinine, ben si on fait un prélèvement de sang, on va s'attendre chez un patient qui fait l'insuffisance rénale chronique que ces résultats-là soient élevés puisque son rein n'est pas en mesure de l'éliminer. Donc, on va faire une analyse d'urine, on va trouver dans l'urine des trucs qu'on n'est pas supposé retrouver là, puis on va faire des prélèvements sanguins où on cherche les trucs que les reins sont supposés éliminer. On va voir est-ce que dans le sang, ça s'accumule, puis si oui, ben c'est parce que nos reins ne fonctionnent pas clairement.
Et ça, c'est vraiment l'urée et la créate. Ensuite de ça, il existe la clairance de créatinine. C'est un examen, ça prend un test de créatinine sanguin, puis ça prend de l'urine, mais ça prend de l'urine de 24 heures. Ce qu'on veut voir, c'est en 24 heures, combien de créatinine est-ce que mon rein est capable de laisser passer. Et là, c'est pas juste un résultat qui va nous donner la clairance de créatinine. Pour avoir ça, ça nous prend une collection d'urine de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'on commence le premier matin, disons le lundi matin, on va demander au patient de toujours uriner dans le petit chapeau et de mettre son urine dans la grosse bouteille orange là, qu'on voit parfois à l'hôpital. Et si le premier matin, le patient a pris sa première urine, on va lui demander de ne pas prendre sa première urine du deuxième matin. On veut juste une première urine. Alors, ça va nous prendre des urines de 24 heures, ça va nous prendre un prélèvement sanguin pour la créate et ça va nous prendre un calcul de le débit de filtration glomérulaire. Puis tout ça, dans la forme, je vous demande pas d'apprendre à calculer ça, là. Ça va être calculé pour vous au laboratoire, mais ça va vous donner une clairance de créatinine. Plus ton rein est capable de clairer la créatinine, ça veut dire de l'éliminer, mieux c'est. Plus le rein n'est pas capable de clairer la créatinine, ça veut dire n'est pas capable de l'éliminer, moins ton rein fonctionne bien. D'autres examens paracliniques, ben, c'est sûr que si on dit que le rein il est là pour éliminer des électrolytes, pour éliminer du liquide, pour éliminer toutes sortes de trucs, ben on va aller voir ces trucs-là. Donc, on va aller voir est-ce que notre sodium il va être normal ou pas. Si surtout si ton patient souffre de rétention d'eau, si ton patient fait de l'édème des membres inférieurs, c'est fait de l'édème au niveau de ses poumons, on veut s'assurer que son taux de sodium est normal parce qu'il pourrait être en hyponatrémie parce qu'il est dilué. Donc, un patient à qui on fait un taux de sodium, un patient qui fait de l'insuffisance rénale chronique, à qui on fait un taux de sodium puis que son sodium est très bas, est-ce que c'est vraiment qu'il est bas ou c'est parce que son patient il retient son eau parce que ses reins sont pas capables de laisser sortir l'eau? Ça marche dans les deux sens. Les reins qui sont pas capables d'éliminer le potassium, un insuffisant rénal chronique, va souvent avoir des problèmes d'hyperkaliémie parce qu'il n'est pas en mesure d'éliminer son potassium. Et ça peut devenir très grave au niveau cardiaque. On va le voir un peu plus tard dans les diapositives. J'ai mis des tracés de patients qui ont un potassium qui est très élevé. C'est assez problématique et ça peut devenir problématique rapidement. Au niveau du calcium, ça pourrait être normal ou ça pourrait être bas. Si ils ont des problèmes de calcium, c'est des patients à qui on va donner du calcium pour s'assurer qu'ils ne font pas d'ostéoporose. Puis, on va leur donner aussi de la vitamine D. Le phosphate est quelque chose qu'on va regarder aussi. C'est quelque chose qui est éliminé par les reins. Et le phosphate va devenir très élevé dans le sang parce que lui est réabsorbé par les intestins puis les reins ne seront pas capables de l'éliminer. Donc, les intestins, eux autres, qui continuent à l'absorber, mais les reins ne sont pas capables de l'éliminer. Donc, éventuellement, ça va devenir très élevé. Puis, comme les reins sont un peu en charge de la production d'érythropoïétine, j'ai bien de la misère à dire ça, ce mot-là, on va surveiller est-ce que mon patient est en train de devenir anémique parce que les patients qui font de l'insuffisance rénale chronique, parce qu'ils ne produisent pas autant d'érythropoïétine, ont tendance à devenir anémiques et puis là, il faut soigner ces manifestations cliniques-là. Dans d'autres, le bilan martial, c'est pour surveiller le taux d'anémie. Possibilité d'acidose métabolique, j'en ai parlé tout à l'heure avec la respiration Kussmaul. Donc, les reins qui sont incapables d'éliminer l'ammoniac est acide, qui va faire réabsorber le HCO3, le HCO3 étant l'élément métabolique. Dans les gaz sanguins, là, ton patient qui retient trop de HCO3 va éventuellement devenir en alcalose. Puis comme l'alcalose, elle est causée par le HCO3, ça peut être une alcalose, mais là, excusez-moi, là, je suis en train de me mélanger. Oh mon Dieu, puis j'arrive au bout, il faut que j'arrête.